D'abord dire un mot. Ouais, c'est droit. Bonjour mesdames, messieurs. Quand les peines sont partagées, elles sont moins intenses, et quand les joies sont partagées, elles sont plus intenses aussi. La dernière fois, nous avons parlé de Claude Carême, on avait fait quelque chose ensemble sur Guillaume Dupré. Aujourd'hui, nous faisons ensemble un colloque sur César d'Estrées, et je voulais excuser notre président Denis Montel parce que là, actuellement, tout de suite, il se marie. Voilà. Donc je pense que c'est une excuse qu'on ne lui renouvellera pas. Hein, et donc, veuillez l'excuser, mais il pense beaucoup à nous et il vous félicite, Monsieur le Président Thierry, d'avoir organisé ce colloque. Donc ce tableau de François de Troyes vous appartient, puisqu'il a été acheté par la Société des Amis de Laon et du Lannoy. Il n'appartient pas en propre à la ville de Laon, il appartient à la Société des Amis de Laon et du Lannoy. Il est en dépôt au musée. Ce qui fait que nous avons pu le faire restaurer à nos frais, etc. Et que nous pouvons le sortir quand il le faut. Et aujourd'hui, il le fallait. Voilà. François de Troyes, c'est un peintre de cour, et comme on va vous le dire, César d'Estrées est un homme de cour qui a essayé de plaire au roi Louis XIV avec les globes de Coronelli, etc. On va vous expliquer tout ça. Et en tout cas, ce tableau rend justice aux travaux éminents que fait cette société. Et je voulais rendre hommage et au précédent président Claude Carême, autant actuellement qu'à son président Éric Thierry et tout son bureau. Voilà. Merci. Merci Jean-Claude. Alors, l'idée d'organiser ce petit colloque sur César d'Estrées, elle nous est venue donc à la suite de l'achat par la Société des Amis de Laon et du Lannoy de ce portrait de César d'Estrées, donc par François de Troyes, donc un tableau qui date vraisemblablement environ de 1685. Et cet achat, il a pu être fait à l'hôtel Drouot, donc en juin 2018. Alors, on a dû d'abord choisir une date pour tenir ce colloque sur César d'Estrées. Alors, il y a l'année 2019 allait de soi, parce que vous savez peut-être, on l'a rappelé à certains d'entre vous ce matin, 2019, c'est le 350e anniversaire de la fondation de l'hôpital général de Laon par César d'Estrées. Alors, on a triché un petit peu. 1669, c'est l'année de l'enregistrement des lettres patentes signées par Louis XIV. La fondation, elle avait eu lieu en 1668. Bon, on a triché un petit peu. Alors, pour organiser ce petit colloque, on a rencontré quand même quelques difficultés. D'abord, il y a très peu d'études sur César d'Estrées. Hein, donc, César d'Estrées, c'est vraiment le parent pauvre de la bibliographie. Il y a peu de chercheurs qui ont travaillé et qui travaillent encore sur César d'Estrées. Hein. Si vous faites une petite recherche, vous verrez que il y a Jean Le Saulnier qui a travaillé sur César d'Estrées, il y a Benoît Maréchaux, il y a Monique Pelletier, et puis surtout, finalement, la meilleure étude sur César d'Estrées et puis sur la famille d'Estrées, c'est celle d'un érudit de Soissons, un ancien professeur de lettres à Soissons, Maximilien Buffenoir, qui a fait une très belle étude qui s'intitule 3 siècles de vie française, la famille d'Estrées, de 1486 jusqu'à 1771, et c'est une étude qui a été publiée dans le bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, dans le tome 14, qui couvre la période 1969-1972. Finalement, c'est ça l'étude la plus complète aujourd'hui, disponible sur César d'Estrées et sur les membres de sa famille. Alors, Maximilien Buffenoir, il est décédé depuis longtemps. Madame Pelletier, Monique Pelletier, messieurs Le Saulnier et Maréchaux, ils n'étaient pas disponibles pour participer à notre colloque. Alors, finalement, sur les conseils de notre ami Gérard Urpin, j'ai contacté Olivier Poncet, qui est professeur à l'École nationale des Chartes, et c'est Olivier Poncet qui m'a mis en contact avec Bertrand Marceau, qui a très
gentiment accepté de venir participer à ce colloque. Alors je connais aussi Lucien Belli, qui est professeur à l'université de Paris 4, et donc puisque César d'Estrées a été un grand diplomate, je l'ai contacté en lui demandant s'il connaissait pas quelqu'un qui travaille sur la famille d'Estrées, et Monsieur Belli m'a donné les coordonnées de Madame Mazur-Vetter, qui a très gentiment accepté de venir ici pour évoquer la figure de César d'Estrées. Alors je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu venir, donc Gérard Urpin, Jean-Christophe Dumain, Madame Mazur-Vetter, Bertrand Marceau, Cécile Souchon. Ils ont très gentiment accepté de venir, et vous remarquerez qu'on n'a aucune défection, malgré le conflit social. On est confronté aux plus grandes grèves qui, depuis 1995, on n'a eu aucune défection, et même Monsieur Marceau, il vient de Dijon, il n'a pas eu un seul train pour venir jusqu'à Laon, mais il est venu grâce à Blablacar, et il va repartir encore grâce à Blablacar. Il ne sait pas quand est-ce qu'il sera rentré chez lui, mais bon, il a accepté de venir. Il est arrivé dès hier. Et puis Madame Mazur-Vetter, elle vient de Versailles, elle est venue en voiture, et apparemment elle n'a pas été confrontée à des blocages de routiers. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Alors je remercie aussi Michel Sarter, donc le directeur des archives départementales de l'Aisne, qui a bien voulu nous accueillir ici un samedi après-midi, alors que les archives sont fermées. Puis il a bien voulu héberger pendant quelques jours Monseigneur d'Estrées bien au chaud dans le coffre des archives départementales de l'Aisne. Alors je remercie aussi Marie-Madeleine Nouvian, qui a bien voulu guider une visite de l'hôpital général de Laon ce matin, donc une visite qui a remporté un franc succès. Et je tiens aussi à remercier Sophie Charles-Étienne, qui a bien voulu s'occuper des boissons et puis des petits gâteaux prévus pour la pause tout à l'heure. Et je remercie aussi l'association du Festival de musique de Laon, qui a bien voulu nous prêter son beau samovar, qui sera très utile tout à l'heure. Voilà, alors donc maintenant on va commencer tout de suite. Alors il y a plusieurs interventions qui sont prévues, d'une demi-heure chacune. Alors je serai assez strict sur les horaires, et donc nous commençons par l'intervention de Gérard Urpin, voilà, donc qui va... Oui. Donc Monsieur Urpin. Alors Monsieur Urpin, les membres de notre association le connaissent un peu, parce que d'abord il est membre de notre société historique. Monsieur Urpin a été maître de conférence à l'université d'Amiens, donc il est aujourd'hui à la retraite, mais il reste très actif. C'est un spécialiste de la Révolution française en Normandie, et puis aussi de l'histoire de la Normandie et de la Picardie pendant le règne de Louis XIV, et on lui doit l'édition de deux mémoires sur les intendances de Rouen et de Soissons, rédigées donc pour l'instruction du duc de Bourgogne, et ces deux ouvrages ont été publiés aux éditions du CTHS en 1984 et en 2010. Et M. Urpin contribue régulièrement aux mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, et vous vous souvenez peut-être que dans les mémoires de 2019, vous avez pu lire un article de M. Urpin sur le jansénisme dans le diocèse de Laon. Et il était venu d'ailleurs nous faire une conférence sur ce sujet l'année dernière. Donc je le remercie beaucoup d'être venu. Donc il vient de Rouen, et lui aussi il a eu la chance de ne pas être confronté à des blocages de routiers. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous dites bien des amabilités en présence du cardinal César d'Estrées. Je dois dire que lorsque j'ai appris l'acquisition par la Société des Amis de Laon et du Lannoy, j'en ai été très ému, parce que cela dénote beaucoup d'amour des beaux-arts, beaucoup d'amour du territoire, et d'intérêt pour une peinture, tous les conservateurs de musées nous le diront, d'intérêt pour cette peinture officielle et à caractère semi-religieux du XVIIe siècle, qui, dans l'estime générale, son conservateur de musée, eh bien, n'est plus au zénith. C'est donc un très bel acte courageux, esthétique et témoignage d'amour de la petite patrie. J'obéis aux injonctions du président en mettant ma montre sur la table. Et il a bien raison.
Ce que vous avez dit, monsieur Thierry, de Maximilien Buffenoir, il n'y a rien à y retoucher. Ce savant attaché, j'allais dire à l'Académie de Soissons, on va le dire, c'est à peu près cela, dans les années 1950-1960, et d'après ce que j'ai compris, bien avant encore, il avait accumulé de la documentation sur toute cette famille d'Estrées. C'est un travail de 40 ans, je crois, qu'il avait livré à la société, et ce travail, comme vous l'avez dit, est certainement le plus complet que l'on ait. Il n'est pas le seul. Dans le dictionnaire de biographie française et dans d'autres dictionnaires de biographie plus anciens, les notes sont substantielles. Et c'est pourquoi, par tempérament, je n'aime pas faire des révisions ni retoucher à ce que nos anciens ont généralement assez bien fait. C'est pourquoi j'intitule mon intervention « Retouche sur portrait ». Buffenoir et les auteurs de biographie française ont fait de beaux travaux sur lesquels il serait vain de vouloir apporter des révisions, comme on dit, et surtout il s'agit d'éviter l'épouvantable anglicisme revisité. Ça, c'est à proscrire à toute force. De même qu'on évitera de déconstruire le portrait du cardinal. C'est aussi à la mode, mais c'est un terme qui montre qu'on n'a tout simplement ni lu ni compris Derrida. Donc j'ai eu avec M. Poncet une petite altercation sur l'emploi du mot déconstruire, mais c'est purement avec. Bon. Si l'on veut, on doit commencer, je crois, par une citation qui dit tout. Elle vient d'Emmanuel de Broglie, personnage historien qui s'était intéressé au mouvement savant au XVIIe siècle. Et Emmanuel de Broglie laisse glisser dans son livre ce mot: le cardinal d'Estrées est une de ces personnalités sur lesquelles les redites ne lassent point. Celui qui a fixé, je crois, à peu près pour toujours, et quoi qu'on fasse, les traits du cardinal, à part de trois, bon, c'est évidemment l'inévitable duc de Saint-Simon. Puisqu'on ne se lasse pas de parler du cardinal, on ne se lasse pas de citer le petit duc. C'était l'homme du monde le mieux et le plus noblement fait de corps et d'âme, d'esprit et de visage, qu'on voyait avoir été beau en jeunesse et qui était vénérable en vieillesse, l'air prévenant mais majestueux, de grande taille, les cheveux presque blancs, une physionomie qui montrait beaucoup d'esprit et qui tenait parole, un esprit supérieur et un bel esprit, une érudition rare, vaste, profonde, exacte, nette, précise. C'était l'homme du monde de la meilleure compagnie, la plus instructive, la plus agréable, et dont la mémoire toujours présente n'avait jamais rien oublié ni confondu de tout ce qu'il avait vu, su et lu. Toujours gai, égal et sans la moindre humeur, mais souvent singulièrement distrait. Saint-Simon. On admet, on répète, à tort et à travers, que c'est une mauvaise langue, qu'il colporte les ragots qui traînent dans la cour de Versailles. Personnellement, pour avoir beaucoup, je le dis, fréquenté les mémoires de Saint-Simon, c'est tout à fait inexact. Je crois que très peu d'artistes, très peu d'historiens ont eu le trait aussi sûr et le jugement aussi précis. Et ce n'est pas les vieilles critiques de Chervel qui me font réviser mon opinion, c'est le cas de le dire. Retouche. Oui, mais le cardinal était un homme, le cardinal d'Estrées, né en 1626, à peu près, à 10 ans près le contemporain de Louis XIV, était, si vous me le permettez, le fils de son père. Je m'explique. Le père du cardinal, c'est le frère de la belle Gabrielle, favorite d'Henri IV. Un homme qui vécut presque centenaire et qui accomplit une carrière prodigieuse dans le cours des honneurs. Fait duc et père pratiquement à 90 ans, c'est-à-dire le couronnement d'une carrière sous l'Ancien Régime. Et on ne pourrait pas espérer mieux. Le père de César d'Estrées avait participé aux guerres civiles qui suivirent la mort d'Henri IV,
C'est un soldat de grande valeur impliqué dans les combats de la Valteline en Suisse pour contrôler ses parages pendant la guerre de 30 ans. Ce fut aussi un diplomate intransigeant à l'égard du Saint-Siège. Le passage de celui qu'on appelait le marquis de Queuvre comme ambassadeur à Rome a laissé à Rome un des pires souvenirs qui soit. Fait duc et père à plus de 90 ans, en quelque sorte son fils, comme évêque de Laon, l'avait été 7 ou 8 ans avant le père. J'ajoute que le père de César d'Estrées, le marquis de Queuvre, premier duc d'Estrées, est aussi mémorialiste. Il a laissé des mémoires qui sont très peu lues, actuellement qui sont très peu lues, qui montrent et une belle plume et une grande fermeté de caractère, quelqu'un qui ne dissimule pas ses opinions, et ce que l'on relève de plus net dans les mémoires du père du cardinal, c'est, disons le mot, ambition, tête froide, égoïsme familial. On se révolte contre l'autorité quand il en est besoin et on s'attache à certaines personnes par intérêt. Un point, c'est à peu près tout. C'est ce père du cardinal d'Estrées et ce que l'on peut appeler un fondateur de dynastie. Je passe sur les études du cardinal. Ce qu'on en sait est à peu près rassemblé par Maximilien Buffetoir. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'avant d'accéder à l'évêché de Laon, et pour des raisons que je n'ai pas pu démêler, César d'Estrées a failli faire un faux pas qui pouvait lui coûter cher. En un mot, le cardinal Mazarin avait préconisé César d'Estrées évêque de Laon, pour des raisons évidentes. La famille est à Queuvre, et puis toutes les intelligences et toutes les amitiés avec les Manicamps et autres, c'est dans un périmètre très très réduit autour de la ville de Laon, du Lannoy, de l'actuel département de l'Aisne. Donc Mazarin le préconise comme évêque de Laon en février 1653. Les bulles de nomination sont prêtes, puis soudain le cardinal Mazarin interdit. Met obstacle ne va pas à la publication de ces bulles. Pourquoi? Alors, je n'ai pas démêlé l'affaire. Je pense simplement que le jeune abbé d'Estrées s'était compromis dans une assez vilaine affaire concernant le contrôle et le gouvernement de la place forte de l'affaire. Pour servir ses parents, les Longueval-Manicamp, il avait intrigué, et il est absolument certain que le cardinal d'Estrées, voulant à tout prix évidemment contrôler la place de l'affaire, avait considéré que le jeune abbé avait manigancé des affaires particulièrement sensibles. À la vérité, il venait de sortir de son cycle d'études avec tous les honneurs dus à d'incontestables talents, mais aussi peut-être à son rang. Dans ces époques de jeunesse, vers 1650-1655, avant son élévation à l'épiscopat, le futur cardinal avait fréquenté ce qu'on appelle des milieux libertins. On en a bien des témoignages. Le témoignage le plus décisif sur la fréquentation des milieux libertins vient d'un certain abbé de Marolles, indiscutablement libre penseur et probablement matérialiste. L'abbé de Marolles, considéré par les critiques comme médiocre écrivain, a été le premier qui ait traduit en français les œuvres de l'épicurien Lucrèce, donc pensée matérialiste et pensée évidemment opposée à la spiritualité et au spiritualisme dominant. L'abbé de Marolles, très abondamment, dit que dès les années 1644, dès la sortie de Sorbonne, le jeune abbé d'Estrées a été un de ses familiers. Et il en parle en termes très flatteurs de lui, ainsi que de ce que j'appelle ses deux mentors, le théologien Jean de Launois, dont M. Le Saunier a été à deux doigts de nous parler, mais retenu à son domicile par son âge et ses infirmités. Comme vous le savez, M. Thierry n'a pas pu en parler. Ces deux professeurs, Jean de Launois et son condisciple, l'autre théologien d'Irois. Ce
mentor du cardinal, Jean de Launois, qu'on a appelé l'Aristarque de son siècle, s'était rendu à son époque célèbre par une critique extrêmement serrée d'une bonne partie du légendaire chrétien. L'abbé de Launois a été le premier à attaquer et à réfuter la légende de la venue des saintes des Saintes Marie de la Mer, si vous voulez, n'est-ce pas, objet d'une dévotion encore constante en Provence, n'est-ce pas, la venue de Sainte Marguerite, Sainte Marthe et Saint Lazare. Eh bien, l'abbé des Rois a dit, voilà, tout ça c'est une forgerie, c'est une légende, et cela figure comme une petite dissertation dans les 12 volumes in folio des écrits de Jean de Launois. Alors, littérature un peu rude, mais je conseille aux Lannois d'ouvrir le recueil, parce que combien de textes portent directement sur la ville de Laon. Relevé d'épitaphes, dédicaces à des chanoines ou à d'autres personnages importants de la ville. Je dis que l'œuvre imprimée de Jean de Launois est une des sources importantes qu'il faudra bien un jour creuser pour cerner de plus près ce Lannois et surtout son assez passionnant chapitre cathédral. Ainsi donc, l'abbé d'Estrées a connu les milieux libre-penseurs, qu'on appelle libertins. Jusqu'à quel point s'est-il imprégné de ces doctrines, nous ne le saurons jamais, parce que la biographie a évidemment des limites qu'il serait toujours imprudent de transgresser. Je cite aussi, un petit peu anecdotique, mais très intéressant, on sait par notre abbé de Marolles, je crois, qu'à 26 ans, le futur cardinal a été le commensal à la fois de René Descartes et de Gassendi, le chanoine de Digne, de tendance épicurienne et matérialiste, et qu'il les aurait réconciliés autour de la table. Autour de la table, il faut insister parce que c'est caractéristique de ce qui me semble traverser toute sa vie, ce bien vivre du cardinal. Il y a quelque chose qui se dégage de lui, même à travers les siècles, qui sent le bien vivre, l'amour de la vie et de ce qu'on appelle la convivialité. En raison de son entre-gens, de sa position à l'évêché de Laon, qui en fait un duc et père, mais plusieurs communications nous le montreront en tant que Lannois. Je pense à celle de M. Daumain, elle ne sera certainement pas la seule. Le grand œuvre diplomatique du cardinal d'Estrées est ce qu'on appelle la paix de l'Église. Précisons, ces termes sont obscurs. Depuis une bonne vingtaine d'années, l'Église de France, et pas seulement, était troublée par ce qu'on appelle la querelle janséniste. C'est hors de mon propos de l'aborder. Les divisions étaient profondes. Jansénistes, opposés à jésuites pour aller au plus vite, troublait en effet la quiétude de l'Église. Et puis il y avait eu ce grand brûlot des provinciales de Blaise Pascal. Bref, dans ce siècle de Louis XIV où tout semble devoir être mis au pas, ces querelles faisaient du bruit, faisaient trop de bruit. On voit dans les dictionnaires biographiques, on voit que le cardinal d'Estrées y a joué un rôle qu'on aurait tendance à croire exclusif, si ce n'est prépondérant. Alors, un examen un peu approfondi montre qu'au milieu de tractations obscures, dont peu de choses ont suinté, à la vérité, un livre pas très ancien, écrit à Louvain, dans les années 1990, ça traitait l'affaire, mais c'est un ouvrage que j'estime un peu mal peigné, qui suit les négociations au jour le jour, et dans ces conditions-là, quand c'est écrit de cette façon, on s'y perd très vite. Mais enfin, passons. Concurremment avec l'archevêque de Sens et l'évêque de Châlons en Champagne, je crois, oui, était le théologien de l'affaire, avec l'appui du nonce et bien entendu l'accord d'un de ses alliés, le ministre des Affaires étrangères, Hugues de Lionne, le cardinal d'Estrées se part de l'honneur d'avoir rétabli la paix dans l'Église universelle en étouffant la querelle janséniste. En étouffant, dis-je, et j'insiste, il suffit de regarder les textes, de regarder les mots pour
comprendre que rien n'était résolu. Mais notre cardinal, qui tout en accomplissant une œuvre fort importante dans son église de Laon, voulait absolument rétablir la paix avant toute autre chose. Et, comment vous dire, en tant que sceptique, j'aimerais mieux le mot latitudinarien, c'est un anglicisme, mais ça n'a pas pris en France. Cette tendance qui consiste à admettre que dans la palette des opinions religieuses, aucune couleur ne doit être absolument exclue. Le terme est très nettement employé par nos voisins anglais dans le cadre de l'étude de l'Église anglicane. Je crois, et les personnes qui se sont penchées sur le sujet, que l'on pourrait l'appliquer à bon nombre d'évêques de France qui, sur certaines questions dogmatiques divisant les fidèles et affaiblissant l'Église, ont pu dire, comme je ne sais plus quel psaume, « J'ai mis un gardien à ma bouche ». Je crois que, à bien des égards, en matière religieuse, d'Estrée n'était pas, comme dit M. Le Saunier un peu rapidement, fuyant. Il fuyait les conflits néfastes à l'Église comme à l'État. Je crois que c'est l'idée. Là, la paix de l'Église est son chef-d'œuvre, et pour lui, l'affaire janséniste est enterrée. J'insiste parce que ça peut expliquer bien des choses. Il peut expliquer bien des choses, alors sans traiter ce que les élèves de M. Bailly les élèves de M. Bailly ont un large champ de labour dans les différentes missions du cardinal d'Estrée. Vous n'avez pas pu entrer en contact avec cette personne qui a traité du cardinal d'Estrée, diplomate à Venise? Non. Bon, c'est fait. Mais il était partout en France, hein, en Europe. Bon, plus vite, hein, Portugal, Rome, bien des fois, il a élu 4-5 cardinaux, papes, je ne sais plus, c'est impressionnant. Espagne en fin de carrière, c'est un échec. Et différents autres pays. C'est un ubiquiste, c'est un Européen. Si j'étais intéressé, si vous voulez, par son œuvre en tant que diplomate à Rome, je m'entends. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, que l'on puisse embrasser, quand on n'en a plus le temps et plus le loisir, les quelques 150 ou 160 registres des affaires étrangères qui contiennent des dépêches du cardinal? Quelques savants du 19e siècle avaient un peu fait, mais n'ont pas tout fait. Mission du cardinal d'Estrée à Rome. Et mission simplement pour les années 1681-1690, où son frère, le duc d'Estrée, était ambassadeur en titre. Et de quoi s'agissait-il? De trois choses. La première, la plus simple peut-être, couper court aux intrigues jansénistes. Les jansénistes, très affaiblis depuis la paix de l'Église, réduits au silence, pratiquement écartés de toute fonction dans l'Église de France, espéraient entrer en grâce à Rome, où régnait le pape Innocent XI, pape rigoriste. Erreur de calcul des jansénistes. Le pape était rigoriste comme eux, les jansénistes, mais le pape n'entrait pas dans les positions théologiques des jansénistes. Bref, ils intriguaient. On le sait très bien par les correspondances éditées par feu M. Bruno Neveu. Deuxième point qu'il fallait régler, autrement difficile et toujours tragiquement d'actualité, les empiètements du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Pas question d'expliquer dans ce laps de temps, ce serait un tout autre sujet, l'affaire de la Régale. L'affaire de la Régale, j'ai eu plaisir de voir qu'en exposition qu'il y avait quelques documents qui s'y relataient, peut se résumer à ceci. Le roi de France, comme tous ses prédécesseurs, s'arrogeait de larges pouvoirs dans l'administration de l'Église de France. Généralement dans les choses dites temporelles. Les biens, les rentes, parfois même les nominations.
Ce que la papauté voyait constamment d'un mauvais œil depuis, peut-être même depuis le XIVe siècle, et certains historiens comme Anoto remontent plus haut, mais on peut toujours trouver dans ces choses-là des antériorités. Bref, ces rapports entre l'Église et l'État sont essentiellement difficiles, et la ligne de séparation entre ce qui est du droit de l'un et du droit de l'autre, à peu près impossible à tracer. Voilà la mission que d'Estrées devait essayer d'accomplir auprès d'un pontife hostile à la France, diplomatiquement hostile à la France, parce que la prépondérance de Louis XIV dans ces années 1680 était telle que toute puissance politique ou religieuse se sentait menacée par la prépondérance française hégémonique qui les inquiétait. Et les deux plus proches conseillers du pape, successivement l'abbé Favoriti et l'abbé Casoni, suggéraient au pontife la résistance acharnée à toutes les prétentions françaises. Et ces deux abbés conseillaient à la papauté le ralliement pur et simple du Saint-Père à la maison d'Autriche et à la lutte contre les musulmans, siège de les Turcs, les Ottomans, siège de Vienne 1783. Alors là encore, trois missions, je le répète, du cardinal d'Estrées. Mettre un coup d'arrêt définitif aux intrigues jansénistes qu'il avait appris à détester. Deuxième point, essayer d'obtenir le plus d'avantages possible pour l'Église de France au nom des défenses du droit, au nom des défenses des droits du roi, et en vue d'arrêter ce qu'on appelle les entreprises de la papauté. Il était conseillé dans ses travaux diplomatiques par ses deux compères, son professeur Launois et son condisciple d'Irois, deux Normands, d'Avranches, l'un comme l'autre. Toujours plaisir, chez vous Picard, de rappeler ma normanditude. Voilà. Les techniques. Alors les techniques, le peu que j'ai pu lire, je ne me pique pas d'avoir épuisé les lectures dans ce domaine-là. Les techniques mises en place par d'Estrées à Rome, je les énumère assez rapidement. Les visites, d'interminables visites. Visite aux cardinaux, visite aux princes romains, visite à toutes les têtes couronnées ou gens d'influence qui peuvent être à Rome. Tout se passe en, démarche concentrique. Certes, en tant que cardinal et à divers titres, il a accès direct au pape. Mais il sait que c'est une démarche vaine si l'on n'a pas pratiqué, si je puis dire, le jeu de go autour du pape. Des visites qui vont parfois jusqu'à, pour nous, personnes du XXIe siècle, jusqu'à d'étranges compromissions. Des visites d'amis, de connaissances du cardinal Intel, mais il est absolument indispensable. Il s'en explique très nettement. Il faut que j'aille jusqu'à ce point pour m'assurer du succès de ma mission. Ces visites aux cardinaux se terminent quelquefois, on le voit, par des rappels après évidemment vous devinez, des salamalek à n'en plus finir et des propos qui durent en politesse, en compliment, et qui se finissent parfois très brusquement par vous n'oublierez pas me faire verser la pension que le cardinal Mazarin me faisait si exactement verser. Là, il y a quelqu'un qui véritablement émarge au budget de la France, et l'école de M. Belli confirmerait largement, c'est l'espèce de ministre de l'Intérieur du pape, le cardinal Thibault, qui est véritablement pensionné, arrosé par la France, et par conséquent par le cardinal. Il y a les pensions. Le cardinal est à la tête d'un système d'espionnage assez complexe qu'on devine, mais sur lequel, Monsieur Thierry, il y a encore des faux. On fait encore traîner des choses, mais ça c'est de la cuisine, on pourra en parler un peu plus longtemps. Quant à ces procédés, on va même au plus fort de la crise, au moment où on sait qu'on est dans une impasse impossible à démêler, on songe même jusqu'à l'enlèvement de l'abbé Casoni, conseiller du pape, avec des choses qui Alexandre Dumas aurait bâti un roman là-dessus, n'est-ce pas? Une barque, une chaloupe dans le Tibre, ou au contraire une flottille au large de Civitavecchia. Ça, c'est suggéré par des allumés. Le cardinal dit oui,
Oui, on peut le faire, mais on ne le fera pas. Enfin, vraiment, c'est subtil, c'est même drôle. À mesure que les années... dans ses négociations avec le pape, alors je le vois tantôt geignant, plaignant, se lamentant sur les misères de l'Église que le Saint-Père, par son obstination, fait durer. Tantôt, comme dit le Saint-Simon, négociant à coups de poing et envoyant des lardons à tous ceux qui participaient à la négociation. Et regardez-le, vous l'imaginez quand même bien sanguin et emporté, par moment. Top du poing. Bref. Quand il quitte Rome en 1690, soyons clairs, allons plus bref, il n'a rien obtenu. Absolument, 9 ans de négociation. Il a perdu la bataille. Mais c'est là qu'il y a l'élément personnel. Comment est-ce que l'on gère, comme on dit maintenant, ces échecs? Vous avez remarqué, et ça c'est des expériences de vie qu'on a pu faire, il y a des gens du genre tant pis, dont les échecs sont de véritables désastres, et il y a un tout petit nombre de gens dont les échecs sont couverts, masqués, voilés par l'élégance, dont on ne s'aperçoit même pas que c'est objectivement un échec sanglant. Eh bien, tel est mon avis, modeste avis, si vous voulez, sur la négociation du cardinal. Mission impossible, échec à la clé après 10 ans de négociation de plus en plus violentes. Nous avons vu, et ça m'a fait très très plaisir parmi les pièces qui ont été exposées au commencement de l'exposition, ce que j'appelle la déclaration de guerre du 8 septembre 1688, quand Louis XIV comprend que les négociations sont finies, que c'est un échec, qu'on ne s'entendra pas avec la papauté et qu'une coalition européenne se monte contre la France. C'est à César d'Estrées qu'il en se manifeste. Mon cousin, etc., etc. Peut-être que nous aurons le plaisir de revoir cette pièce. Et j'ai constaté ici même qu'elle avait été traduite en allemand. C'est un manifeste de guerre. Qu'il ait été ce qu'on appelle un fastueux ambassadeur, nous en avons quantité de preuves. Madame Souchon nous parlera des globes de Coronelli, ce sera toujours là encore un bonheur. Vous imaginez, je ne sais pas si vous les avez vus à la Bibliothèque nationale de France, on est impressionné par la splendeur du présent que le cardinal a fait au roi Louis XIV. Mais il a donné, à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes, une fête somptueuse à Rome, dont nous avons la relation par les bénédictins de Saint-Maur. Ils étaient là, ils ont assisté, ils ont vu une description magnifique de toutes les cérémonies qui ont eu lieu aux frais du cardinal et des distributions. Malgré tout, après l'échec de la mission romaine, il doit avoir largement dépassé la soixantaine, entre une période on va dire, de déclin du cardinal. Il serait très intéressant de savoir comment ce fin diplomate s'est fait damer le pion en Espagne par la princesse des Ursins. Nommé ambassadeur à un moment très critique, il est revenu plus rapidement qu'il n'était arrivé. La princesse des Ursins s'était montrée plus habile dans ses intrigues que le cardinal. Louis XIV lui pardonna tout, toujours, et lui assura la retraite dorée qu'il obtint à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où le savant qu'il était, qui n'a jamais cessé d'être, philosophe, historien, sans doute scientifique, se retrouvait dans la compagnie des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Il a peut-être assisté au dernier jour de Dom Mabillon, mais en tout cas, il a été le promoteur, oui, on va dire le promoteur, de Dom Bernard Montfaucon, qui doit être considéré comme le premier antiquisant scientifique de la France. Et le traité de Bernard de Montfaucon est dédié au cardinal d'Estrées. À ce sujet, il y aurait vraiment un beau travail d'histoire intellectuelle qui consisterait à étudier tous les livres qui ont été dédicacés au cardinal. J'en ai repéré 5 ou 6, mais on pourrait certainement, en faisant de la bibliographie un peu fine, aller beaucoup plus loin. Eh bien, de son père, le cardinal d'Estrées avait appris que tout ce que le monde d'ici-bas présente à la convoitise, il fallait se servir soi d'abord,
mais non exclusivement. Bien plus, si on se servait des biens du monde, il fallait le faire généreusement et en grand seigneur. De ce point de vue, il avait été gâté. Il suffit, pour s'en persuader, de parcourir la liste de ses bénéfices ecclésiastiques, vous les connaissez, et je crois que le premier bénéfice est assez proche, c'est l'abbaye de Longpont, 726. Mais de cette accumulation de richesses mondaines, d'Estrée avait su faire en certaines circonstances un excellent usage. Lettré, mécène, homme de savoir, qui cohabitait avec le prélat magnifique et le grand seigneur, en même temps que le prélat bienfaisant, comme nous le verrons dans les minutes qui vont suivre. Je me remémore les personnages qui ont gravité autour de lui, sans compter les monarques et les papes. Gassendi, Descartes, Julie d'Angèle, Madame de Maintenon, Madame de Sévigné, la reine Christine de Suède, le cavalier Bernin, Corvinelli, Dom Mabillon, Dom Montfaucon. Bossuet lui-même n'osait guère rapprocher le cardinal d'Estrée que par l'intermédiaire de M. Diroy, l'homme de confiance. Que l'on considère d'un coup d'œil tous ces grands noms, et l'on verra sur une expression empruntée à Victor Hugo, et qui s'appliquait à l'époque à l'entourage de Talleyrand, qu'autour du cardinal vibrait un essaim bourdonnant et doré. Et bien c'est là-dessus que je m'arrête, sur ce portrait. Mes retouches, je l'espère, auront apporté quelques petites ombres dorées. Peut-être à la place de la souris. Non. Moi, je l'ai mis à la place de la souris. Bonjour à tous, donc merci pour surtout à deux personnes de m'avoir incité à faire cette intervention. Donc tout d'abord Éric Thierry, à qui j'avais un peu soufflé puisqu'on avait parlé lors d'un conseil d'administration du 350e anniversaire de l'hôpital général. Donc je remarque que ça a fait mouche parce que j'étais inscrit quasiment d'office pour cette journée d'études. Et puis merci ensuite donc à Martine Plouguier qui a beaucoup travaillé sur tous les édifices lannois dans ses deux ouvrages publiés dans les années 90 et donc qui m'a laissé un petit dossier relatif à l'hôpital général dont je me suis servi et puis j'ai essayé quand même de déborder un peu et de ne pas faire simplement du copier-coller, mais en tout cas merci encore de m'avoir prêté vos notes. Alors pourquoi en fait le sujet donc de César d'Estrée comme fondateur de l'hôpital général. Donc tout simplement parce que le choix, l'histoire des bâtiments m'intéressait déjà beaucoup sur Laon, même si je suis plutôt médiéviste, donc étudier un peu l'histoire des différents bâtiments est toujours assez instructif. Et puis surtout, César d'Estrée, j'avais le choix, parce qu'en fait, il a été fondateur de plusieurs bâtiments, donc on lui doit l'hôtel-dieu de Liesse, mais bon, Liesse, c'est pas trop mon secteur géographique, je suis vraiment centré sur Laon, donc j'ai écarté ce sujet. L'histoire du séminaire, ça je l'ai également écarté, puisqu'en fait, Claude Carême nous avait déjà fait une présentation il y a quelques années sur ce sujet-là, donc finalement, il me restait un autre sujet, donc, qui est l'hôpital général. Alors, effectivement, parler de l'hôpital général, c'est finalement se référer à plusieurs sources documentaires pour donc commémorer un peu le 350e anniversaire de ce monument. Alors, les sources que j'ai consultées, je vais vous en présenter quelques-unes, et puis j'essaierai, dans le temps imparti, parce qu'on m'a dit que je discute beaucoup, et puis malheureusement 30 minutes c'est très rapide, je suis obligé de faire un peu la synthèse de ces données. C'est assez frustrant, parce que finalement il y a quand même beaucoup d'informations. Les informations donc, que j'ai utilisées, donc, il y a notamment une très belle histoire de l'hôpital général qui est parue en 1729, et donc qui reprend l'histoire de l'hôpital général depuis ses origines. Ensuite, donc, on a aussi un registre des ordonnances et des règlements de l'hôpital général, donc, qui débute en 1675, et vous voyez qui permet quand même d'avoir des informations sur les décisions qui sont prises par les directeurs de la commission. Et enfin, donc, j'ai utilisé aussi les comptes de l'hôpital général, puisque moi, ma formation universitaire m'a fait beaucoup travailler sur les archives comptables, et même si je suis assez nostalgique de la comptabilité médiévale, la comptabilité moderne, je me suis rendu compte, finalement, apportait beaucoup de renseignements. Et notamment, là, je vous ai mis un exemple de chapitre de dépenses consacré aux travaux.
ça se révèle très intéressant pour avoir l'histoire de l'évolution des bâtiments et surtout aussi l'histoire de tous les ouvriers qui ont pu travailler sur ce chantier. Alors j'ai pas eu le temps évidemment de faire un fichier prosopographique, mais ça m'a permis de voir que finalement certains artisans que je retrouve à l'hôpital général, je les retrouve aussi sur d'autres chantiers, et il y aurait sans doute une étude des artisans à faire pour le 16e et 17e siècle. Voilà, donc je vais faire la présentation donc en 3 principales parties, donc en parlant d'abord des origines de l'hôpital général. Donc qu'est-ce qui a précédé l'hôpital général, parce qu'il n'est pas apparu finalement ex nihilo avec les lettres patentes de 1668 confirmées par le Parlement un an plus tard en août 69. Dans la deuxième partie, donc, on verra les débuts de l'hôpital général, donc évidemment soutenu par César d'Estrées, puisque c'est le thème de cet après-midi. Et dans la dernière partie, je terminerai donc sur le zoom sur certains bâtiments qui ont été donc réalisés sous la houlette du cardinal d'Estrées jusqu'à la fin de son épiscopat en 1681. Alors vous allez me dire sans doute que c'est assez réducteur parce que je vais parler essentiellement de la chapelle et puis du bâtiment qu'on appelle la manufacture, mais bon, dans le temps imparti, je ne pouvais pas non plus après élargir sur la période suivante, même si les travaux se sont étalés dans les années 1680-90 et l'évêque d'Estrées, le cardinal d'Estrées qui était déjà parti à Rome, malgré tout a continué quand même à financer une partie de ses travaux. Alors, à l'origine de l'hôpital général, qu'est-ce que l'on a au départ, en fait, il faut remonter à l'année 1642, où à l'époque, l'évêque Philibert de Brichanteau favorise l'installation à Rome d'une association qui s'appelle donc l'association Notre-Dame de la Paix, association approuvée par le Saint-Siège et qui, elle, va s'occuper donc de soigner un peu les pauvres, de les encadrer, comme on dit. Son but est le soulagement et l'instruction des pauvres, tant honteux que malades et affligés. Donc l'aide aux pauvres, au départ, elle va être surtout apportée à base d'aumônes faites par les particuliers et surtout les riches lanois. On peut notamment citer l'action de la famille Bellotte. Il y a beaucoup de familles d'ailleurs lanoises au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui feraient presque étudier sur 2 siècles pour voir vraiment l'évolution, comment en fait ils tiennent la ville et aussi pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans le clergé local. Je citerai, si j'ai pas le temps de citer, je peux déjà citer dès à présent les familles Lenain, famille Bellotte, etc., qui ont donné beaucoup de personnes dans l'administration. Alors, en fait, ce thème finalement de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté, on voit qu'il est assez prégnant sous la fin du règne de Louis XIII et durant tout le règne de Louis XIV, puisque la pauvreté est une notion qui est de plus en plus prise en compte, étant donné que donc, les guerres, les famines et les épidémies ont fortement appauvri donc, la région du Lanois. Et finalement, face aux guerres et aux disettes, l'une des rares solutions pour, on va dire, apporter de l'aide aux plus miséreux, ça va être l'aumône. Donc l'association Notre-Dame de la Paix va au départ favoriser l'aumône au sein de l'an pour aider donc, les plus pauvres à recevoir des aides. Surtout qu'on a déjà des fois cette idée, même qui est un peu... des fois un peu tronqué ou discuté, que la pauvreté finalement est vecteur de désordre, de troubles, mais aussi propage l'ensemble des maladies. Alors, à son arrivée, 13-14 ans plus tard, César d'Estrées donc, arrive à la tête de l'épiscopat de Laon, et il va très rapidement dresser un rapide constat. Ça, on le voit très bien dans l'histoire générale de l'hôpital de Laon en 1729, qui résume donc notamment une partie de son activité en faveur de l'hôpital général. Lui se rend compte que le Lanois sort de dizaines d'années de troubles qui ont fortement paupérisé la population. Et donc, il va être surtout très impressionné par toutes les œuvres de miséricorde et d'aide auprès des pauvres. Et d'ailleurs, il va demander, dès le 28 janvier 1656, à rentrer au sein de cette association, donc Notre-Dame de la Paix. Et on sait qu'il va donner chaque mois la somme de 25 livres, ainsi qu'en fin d'année, la somme de 50 livres pour que les pauvres puissent se vêtir et puis donc acheter du bois pour se chauffer. Et rapidement également, il va se rendre compte qu'en fait, plutôt que de diversifier l'aide au niveau en faveur des pauvres, auprès de multiples actions charitables, auprès de différentes institutions comme Saint-Fiacre, Deveau ou Saint-Julien, il vaudra mieux finalement cerner sur un seul endroit l'aide à apporter aux miséreux.
Donc c'est pour ça que, comme le signale l'histoire, l'esprit de l'Église, là je cite le texte, l'esprit de l'Église en la profession qu'elle fait de la paix et de la charité, œuvre de piété, de miséricorde, tant spirituelle que temporelle exercée pour l'enseignement des ignorants, consolation des affligés, secours et assistance des pauvres honteux, malades, prisonniers, veuves, orphelins et autres personnes misérables, avec un concours d'affection et de volonté si fort, unis à empêcher le mal et procurer toutes sortes de biens pour la gloire de Dieu. Voilà, et donc l'évêque César d'Estrées finalement va déjà favoriser le rapprochement de l'hôpital de Vaud avec donc la première association Notre-Dame de la Paix dès le mois d'août 1656. Et cette préoccupation finalement, elle va quasiment coïncider avec le premier édit de Louis XIV qui fonde l'hôpital général de Paris en 1656, où donc ce premier édit signale, c'est donc le roi Louis XIV qui propose cet édit, hein. Voulons et ordonnons que les pauvres mendiants valides et invalides de l'un et l'autre sexe soient enfermés dans un hôpital pour y être employés aux ouvrages, manufactures et autres travaux selon leur pouvoir, afin d'empêcher la mendicité en renfermant tous les pauvres dans un hôpital commun. Et bien finalement, cette logique que l'on voit déjà en 1656 à Paris, elle va ensuite se propager quelques années plus tard à Laon, on va dire par des actions successives, hein. Il faudra d'ailleurs attendre un autre édit royal de 1662 pour que le roi donc décide que dans les gros bourgs et les principales villes, on fonde des hôpitaux généraux qui pourront donc lutter contre la pauvreté et l'indigence. Alors, en mars 1658, hein, donc malgré tout, on constate à Laon un fort accroissement de la mendicité, et c'est la prévôté qui va notamment édicter certaines règles pour, on va dire, réduire un peu le nombre de mendiants et surtout les risques de désordre que ça peut engendrer. Donc, notamment les mendiants qui sont arrivés depuis moins de 2 ans dans la ville devront la quitter. Les Lannois qui proposaient donc une certaine aide, des fois financière, voire qui les accueillaient chez eux, vont avoir interdiction de recevoir ces mendiants. Et finalement, ce sont seules les personnes qui ont reçu des permissions ou des certificats de mendier qui pourront encore avoir le droit de mendier. Mais par contre, il ne faudra pas le faire dans les églises, puisque pareil, ça causait quelques troubles, notamment lors de l'office divin. Voilà, donc il y a des règles qui sont prises à la fois par le pouvoir local, et donc la décision finalement on va dire de réduire encore les mendiants ne vient pas seulement de l'Église, mais aussi de César d'Estrées, hein, qui va, on va dire, un peu appuyer cette politique, et notamment dans un discours fameux du 12 avril 1660, il signale que la manière de vivre des pauvres est un libertinage continuel, passant une partie de leur jour dans les églises, sans participer au saint mystère qui s'y célèbre et demeurant jusqu'à la mort dans l'ignorance et dans leurs mauvaises habitudes. Voilà, donc ça c'est le constat qui est dressé en 1660, sans doute pour galvaniser un peu les forces et le pouvoir local à agir et réprimer donc ces certains désordres. Donc il y aura déjà des opérations de recensement des mendiants, et surtout donc l'action de César d'Estrées va être fortement appuyée par le clergé local, puisqu'au prône de chaque messe en fait, l'évêque a demandé à ce que chaque curé de paroisse propose donc une aumône, non pas qui se fera au sein de l'association Notre-Dame de la Paix, et non pas une aumône individuelle qui permettrait encore un peu le désordre, et puis le fait de ne pas centraliser finalement cette hôte dans un seul et même réceptacle. Alors, en 1661, là déjà petite modification administrative, puisque bon, je rentre pas dans les détails, mais l'association Notre-Dame de la Paix va être remplacée par ce que l'on appelle la charité, donc qui va assembler plusieurs directeurs, et ces directeurs en fait eux vont aussi appuyer un peu la demande de César d'Estrées de concentrer sur un seul et même endroit, donc un local pour accueillir tous les pauvres qui pourraient avoir besoin d'une aide au niveau de la nourriture et surtout de l'hébergement. C'est pour ça qu'en 1663, donc la Charité, qui a promu l'idée d'un enfermement des pauvres, parce que cela évidemment coûte moins cher, va faire donc l'acquisition de premières maisons, comme on dit, pour renfermer les pauvres. Alors au départ on pense... Je vais reprendre le micro comme ça tient un peu mieux. Alors, la première acquisition, en fait, ce n'est pas une, mais 3 maisons qui vont être achetées. Je vous montrerai un plan tout à l'heure, parce que je récapitulerai un peu le but de la confrérie de l'hôpital général, donc, qui était de centraliser toutes ces acquisitions foncières. Les premières acquisitions, elles vont se faire, en fait, sur la rue Neuve, hein, donc actuelle rue du 13 octobre 1918, qui vont être donc achetées par le chanoine Antoine Carlier à son frère, donc, qui était avocat en Parlement, Charles Le Carlier.
L'année suivante, le 8 avril 1664, la Charité, donc, qui s'est déjà installée ici, va donc acquérir une autre maison. Et comme le disent l'histoire et ainsi que la comptabilité locale, la Charité va acheter une autre maison et jardin joignant par derrière à celle ci-dessus. Donc les 3 maisons acquises précédemment en 1663. Donc ça fait déjà un petit lot de 4 maisons qui va permettre d'accueillir certaines personnes, certains pauvres. Et donc, finalement, les directeurs de la Charité, à peine ils ont acquis ces maisons, vont ouvrir leurs portes pour accueillir ces pauvres et très rapidement aussi ouvrir une première manufacture de draperie pour que les pauvres donc, soient engagés à travailler. Donc, certains vont filer la laine, d'autres vont faire des étoffes assez communes de laine, qu'on appelle le serge, etc. Et surtout, donc, l'action du cardinal César d'Estrées, évidemment, va être une action très participatrice et très motivante, puisque chaque année, donc, sur sa caisse personnelle, il va toujours apporter des subsides qui vont être fortement utiles, tant pour la charité, pour aider les pauvres, qu'aussi favoriser des acquisitions de terrain, puisque les terrains servent soit à s'agrandir, ou si on fait des acquisitions à l'extérieur de l'an, ce sont des terres après qui peuvent rapporter des bénéfices, des loyers, des récoltes, etc. Alors, ensuite, donc, la principale date suivante à retenir, ça va être l'année 1668, puisque l'évêque César d'Estrées va fortement, en fait, évidemment, il avait ses entrées sur Paris, il connaissait quand même beaucoup de monde, et donc, à force de solliciter auprès du roi une autorisation de créer un hôpital général, donc dans la droite ligne de l'édit de 1656 et de 1662, finalement, le roi va autoriser par lettre patente en 1668, qui sont validées donc un an plus tard, la création d'un hôpital général qui va être dédié à Saint-Louis et à Sainte-Anne. Voilà, et donc ces lettres qui sont émises donc en mars 1668, en fait, elles ne vont être validées au Parlement de Paris, puisqu'il fallait une validation auprès du Parlement. Elles ne vont être validées qu'un an et demi plus tard, puisque, sans rentrer dans le détail, il y a eu beaucoup de problèmes avec la municipalité, qui voulait aussi s'ancrer un peu dans le règlement. Donc il a fallu toute une procédure juridique, et donc finalement les lettres patentes, là vous avez la lettre originale donc sur parchemin avec donc alors vous voyez peut-être pas au fond, je pourrais éventuellement vous repasser l'image tout à l'heure. Le sceau royal a disparu, par contre vous avez toujours les las de soie en cire rouge et verte, donc qui indique une valeur permanente du document. Et puis donc, évidemment, les lettres patentes du roi qui portent donc établissement d'hôpital général, elles vont être imprimées et diffusées. Voilà. Et donc là, sur la diapositive suivante, je vous ai mis aussi l'enregistrement de ces lettres donc au Parlement, et tout en bas aussi au bailliage et au siège présidial de Laon, étant donné que ces lettres sont publiées, ensuite donc elles sont pleinement actives. Voilà. Alors donc là c'était pour le règlement, donc effectivement là cet édit en fait va permettre de voir que la direction de l'hôpital désormais va être composée de 12 directeurs qui sont nommés à la fois par les communautés séculières et régulières, par les curés, les marguilliers des paroisses ainsi que les notables. C'est pour ça qu'à la tête de la direction on a finalement tout un collège avec 3 ecclésiastiques, 4 personnes de l'échevinage et 5 personnes qui sont nommées par les paroisses. Donc on a une représentation à peu près correcte de la société locale, ce qui permet de voir déjà que l'évêque César d'Estrées est parvenu quand même à galvaniser une partie de la population pour participer à cette création. Il faut aussi noter que les hôpitaux généraux, bien qu'ils soient au départ créés en général par un édit royal ou une lettre patente, finalement souvent vont se détacher de cette tutelle royale pour gagner en autonomie, et bien souvent ça sera uniquement géré par les populations, par l'administration locale, sans même forcément en référer au roi. Alors, on a souvent parlé d'ailleurs de politique de grand enfermement, ça c'est on va dire un peu l'idée chère à Michel Foucault, donc cette politique qui permettrait de renfermer, on va dire, tous les miséreux, etc. Mais finalement, comme on le rappelle dans les dernières études, et notamment je renvoie un peu sur les travaux de Madame Marie-Claudine Lecomte, elle signale que les hôpitaux généraux se transforment très vite en asiles pour vieillards, orphelins et infirmes, et que ce ne sont pas réellement des lieux de détention et de renfermement. D'ailleurs, il y a certains pensionnaires en fait qui rentrent de leur plein gré qui font un don auprès de l'hôpital général, qui en retour doit leur assurer un logement, on va dire, assez décent pour qu'ils puissent y terminer tranquillement la fin de leur vie.
Alors pareil, bon, le temps avance, je ne vais pas trop m'attarder non plus sur les donations ou les généreux donateurs. Hein. L'intérêt des registres de comptabilité, notamment, qui sont très bien conservés pour la période 1660 à 1690, parce que je ne les ai pas étudiés pour la période au-delà, permettent de voir que sur plusieurs pages concernant les recettes, on a énormément de dons. Donc évidemment, au premier chef, l'évêque César d'Estrées, hein, qui soutiendra toujours cette création, mais aussi de riches familles, de personnes beaucoup plus modestes qui font des fois que des petits dons en nature ou simplement de toutes petites sommes, mais bon, qui misent bout à bout, finalement vont quand même enrichir les caisses de l'hôpital général. Et puis donc surtout l'évêque César d'Estrées parvient aussi à, on va dire, persuader certaines grandes familles de pouvoir participer à, on va dire, à la constitution d'un fonds financier assez important. Hein. Donc on a par exemple le duc d'Estrées qui lui était gouverneur de l'Île-de-France et du Pays de la Noix qui va aussi soutenir fortement cette création. Alors je me suis notamment un peu plus attardé après, alors j'ai essayé, mais là ça relève presque de, on va dire, de la gageure, hein, de réussir en fait à déterminer comment s'est faites ces opérations foncières exactement, où étaient installées toutes les maisons en fait qui ont été acquises par l'hôpital général. Alors on peut partir déjà de ce plan, hein, donc qui est issu un peu de l'ouvrage de Maxime de Sart, puisque vous voyez que c'est un plan des seigneuries de la ville de Laon en 1789, hein, donc qui part de son ouvrage, et vous verrez donc au niveau de l'hôpital général, on est ici, donc l'hôpital général en fait à l'époque dépend de la censive de l'église Saint-Jean-au-Bourg, hein, l'église Saint-Jean-au-Bourg que vous avez un peu plus bas, qui est placée donc au sud de la ville. Alors l'intérêt en fait de s'intéresser à cette censive, c'est que finalement tout on va dire l'îlot qui a accueilli l'hôpital général relevait de la censive de Saint-Jean-au-Bourg, et consulter les archives de Saint-Jean-au-Bourg, ça se révèle également très instructif pour connaître à peu près l'emplacement des maisons et de toutes les personnes donc, qui devaient payer un cens régulier et annuel à la paroisse. Alors, donc ça, je suis parti de ce plan-là. Après, donc, je vous montre le plan de Jansénius, pour lequel, finalement, j'ai été assez déçu, parce que bien que l'on pense que c'est très très exact, et finalement, on se rend compte qu'au niveau des maisons et de l'accroissement foncier, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai déterminé. Parce que, bon, sans rentrer dans les détails, pareil, je passe assez rapidement sur ces points-là. Pour l'hôpital, donc vous voyez à peu près comment s'est constitué l'îlot, hein, notamment pour les personnes qui ont fait les visites ce matin. On va dire les 3 premières maisons qui ont été acquises en 1664, 1663 et celle de 1664, elles doivent occuper à peu près cette partie-là. Ensuite, donc en repartant donc du censier de Saint-Jean-au-Bourg, j'ai essayé de déterminer à peu près combien de maisons se trouvaient ici, pour voir comment s'est faite en fait la politique d'acquisition pour l'hôpital général. Et donc j'ai relevé pas moins de 7 maisons, entre celles qui étaient ici à cet angle-là, donc qui appartenaient à une grande famille, hein, c'est toujours un hôtel particulier, et puis pour arriver là, on arrive à peu près à 8-9 maisons, donc vous voyez que finalement ce plan ne colle pas notamment. Mais le fait d'étudier l'ensemble de ces propriétaires, enfin de ces locataires, hein, donc qui payent souvent un loyer ou un cens à... Enfin d'ailleurs, il y a certains propriétaires, hein, c'est pas que des locataires, il y a certains propriétaires mais qui versent un cens pour le propriétaire foncier Saint-Jean-au-Bourg. On se rend compte qu'on a notamment la famille Ducastel qui a laissé de nombreux menuisiers et fameux sculpteurs à Laon. Et on a également donc un certain Gilles Grandhomme, dont le patronyme a fait directement tilt, parce que j'ai retrouvé sans doute un de ses frères qui avait travaillé aussi comme maçon pour l'hôpital général. Je vais y revenir dans un instant. Voilà, donc là on a cette constitution au départ, donc comme je vous disais, les premières acquisitions qui se sont faites au niveau de la rue Neuve, à peu près ici au centre. On observe d'ailleurs dans la comptabilité qu'avant 1675, il y a assez peu de grands travaux, hein. C'est plutôt des travaux ponctuels, de quelques aménagements de maisons existantes. Les 4 maisons qui ont été acquises, on essaie de les aménager pour accueillir la population qui au départ tourne peut-être autour de 80 personnes à peu près. Et c'est plutôt à partir de 76-77 où les travaux en fait vont s'accélérer.
Donc antérieurement, je n'ai que quelques mentions, hein. Par exemple le maçon Gilles Grandhomme le 8 avril 1674, à qui on paye la somme de 18 livres pour quelques travaux de maçonnerie, ou un tuilier, Vincent Carquille. Donc vous voyez, à chaque fois les comptes sont très précis parce qu'ils précisent aussi qu'il demeurait à Laon, et donc il reçoit aussi une somme d'argent pour des travaux de couverture. Alors, c'est surtout, donc, je vous dis, en 1677 où donc ça va émerger. Alors, je vous montre juste avant, voilà ce qu'est un registre de sens, hein, notamment là pour la rue Neuve. Vous avez donc un chapitre de recettes, et là, c'est ça qui m'a permis en fait de faire la généalogie à peu près de certaines maisons. Bon, généalogie que je développerai dans l'article qui sera publié. Hein. J'ai pas trop le temps là de développer ici. Bon, ce sont des documents qui sont assez instructifs, puisque on signale quand même à chaque fois où se situe la maison, quelle est la maison de droite et quelle est la maison de gauche. Donc en mettant bout à bout ces documents sur une cinquantaine d'années, ça m'a permis de faire quelques hypothèses, mais qu'il faut encore que je creuse avec les archives de notaires. Voilà, donc ensuite ce document-là, donc conservé dans le fond des archives de l'hôpital général, donc c'est un mémoire qui concerne les travaux, donc c'est assez récapitulatif. Martin Plouvier d'ailleurs l'a utilisé beaucoup dans ses travaux à l'époque, hein, j'ai retrouvé dans son petit dossier. Bon, ça c'est vraiment une très très belle synthèse. Mais j'ai essayé de voir un peu plus loin, donc en retranscrivant en fait tous les travaux de comptabilité, en mettant bout à bout avec l'histoire de l'hôpital général, et puis ensuite donc pour le registre aussi de décision de l'association donc qui dirigeait l'hôpital général. Donc les premiers travaux, ça va être d'abord pour la chapelle. Alors on sait qu'il y avait au départ une chapelle primitive en 1677, puisque par exemple en 1673 on s'emploie à acheter un calice d'argent pour la chapelle de l'hôpital. Et en novembre 75 on permet d'exposer aussi le Saint-Sacrement dans cette chapelle. Et finalement tout change donc dès le mois de janvier 77, puisque les directeurs décident que pour bâtir et construire une chapelle, donc là je cite le texte, pour bâtir et construire une chapelle en lieu propre et commode, il était nécessaire d'acquérir 2 petites maisons joignantes le dit hôpital, dont l'une appartenait au chapitre de Saint-Jean-Bourg, que je retrouve d'ailleurs donc dans le Censier, et l'autre à Innocent Bourgeois. Innocent Bourgeois, le nom doit peut-être évoquer quelques souvenirs à certaines personnes. Hein. C'est donc un fameux maçon lannois, donc qui a laissé beaucoup de traces déjà dans les archives et puis aussi donc dans l'architecture locale. Voilà. Et surtout donc ce qui est intéressant, c'est que la maison d'Innocent Bourgeois, par exemple, on sait qu'elle jouxtait d'un côté celle qui était louée par Saint-Jean-au-Bourg et l'autre à la famille de Jean du Castel. Donc vous voyez, il y avait en même temps un petit noyau d'artisans qui habitaient donc sur la partie nord de l'îlot qui relevait de la Censive de Saint-Jean-au-Bourg. Donc voilà, on a déjà 2 nouvelles acquisitions de maisons en 77, hein, alors qu'on en avait déjà eu d'autres aussi qui s'étaient faites dès les années 71-72 grâce à de généreuses donations. Et le 18 avril suivant, 77, on signale, donc là c'est une réunion qui s'est tenue en présence de l'évêque au sein du palais épiscopal, on signale que la chapelle qui est dans le dit hôpital est d'une trop petite étendue pour le grand nombre des pauvres qui sont à présent, et qu'il serait à propos de faire construire une autre chapelle dans le dit hôpital, dans un lieu plus commode du côté de la rue, qui aurait 2 portes, l'une du côté de l'hôpital pour donner entrée aux pauvres, et l'autre du côté de la rue pour donner entrée aux externes et des places séparées de celles des pauvres. Voilà, et la comptabilité et l'histoire générale donc finalement permettent de faire à peu près une chronologie de l'avancement des travaux. Donc comme le temps avance, je vais quand même évoquer le sujet assez vite. Hein. Par exemple, le 7 novembre 1677, on propose à un certain maçon, donc qui est originaire de Vorges, Jean Marest, enfin qui habitait à Vorges à l'époque, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est né, d'ailleurs on n'a pas du tout d'éléments d'information là-dessus. J'essaierai de revenir en 2 minutes sur la fin de l'intervention sur ce maçon. On lui propose donc de traiter pour l'édification de la chapelle, ce qu'il accepte d'ailleurs, et donc ce qui me fait peut-être dire que finalement le choix de Jean Marest, parce qu'il n'y a pas d'explication du tout à ce choix, c'est peut-être par le fait que le maçon Gilles Grandhomme, que j'avais déjà retrouvé dans les comptes de 1674-75, lui est décédé en fait au mois d'avril 1677. Donc effectivement, il fallait peut-être se reporter à un autre maçon. Ça reste une pure hypothèse, hein, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait creuser. Donc la chapelle, Jean Marest a établi les plans à la fin de 1677, en début 1678. Au mois de mai 78, on décide qu'il y aura une petite place devant qui va être laissée pour le cimetière. Hein, donc c'est ce que vous voyez sur la photo suivante. Voilà. Pardon, je vais avancer un peu vite. Donc vous avez la chapelle un peu en retrait et puis donc le petit espace devant pour le cimetière. Voilà.
Les travaux, donc, alors la première pierre est posée le 2 juin 1678 et ensuite donc le chantier en fait va recevoir d'importantes aides au niveau matériel en fait, puisque le 11 décembre 78 le chanoine Boulanger qui s'est rendu à Thierret, hein, donc le chanoine qui faisait partie du comité de directeur, va voir examiner l'église de ce lieu qui était fondu et ruiné, qui avait été donné charitablement à cet hôpital par le seigneur du dit lieu, Monseigneur Delamay. Le seigneur Delamay, pardon, ainsi que donc sur instance du cardinal César d'Estrées. Et on sait que dans cette église de Thierret qui est fortement ruinée, il y a encore de belles pierres à pouvoir utiliser. Notamment, on insiste dans les comptes sur les pierres des piliers qui pourront donc servir pour la nouvelle construction de la chapelle. Donc sur toute l'année 78, on va voir les paiements à de nombreux carriers et nombreuses personnes qui vont charrier les pierres depuis l'église de Thierret jusqu'à donc le chantier de l'hôpital général. J'accélère un peu parce qu'effectivement là ça passe très vite, mais bon, vous aurez le détail de l'ensemble des travaux. Hein. Ce qu'il faut donc retenir, je vais citer encore 2-3 dates. Hein. On sait que le 4 juin 1679, les travaux ont bien avancé. Jean Marest donc fournit 2 plans pour le comble de la chapelle. Qui permettra ensuite à l'hôpital général de choisir un de ces 2 plans. Pareil, il y a d'autres états de marché, donc malheureusement qui n'ont pas laissé de traces dans les archives, parce que j'ai fouillé l'ensemble des archives notariales de l'époque, et je n'ai pas eu de trace d'un seul état de marché. Ce qui est dommage parce que ça aurait donné beaucoup plus de précision. Mais on sait que la chapelle, qui porte d'ailleurs l'inscription 1679 sur le fronton, elle a quasiment achevé à cette date-là, au moins pour la partie extérieure, puisque dans les années 1680, ça avait plutôt des travaux à l'intérieur avec on a des mentions de pavage, mais aussi de décors, et notamment un décor sculpté qui est fait par Michel Ducastel, donc toujours de cette même famille, hein, Ducastel, qui a été beaucoup étudié par Georges Grandin au début des années 1900, hein, je vous renvoie à ses articles dans la Gazette des Beaux-Arts, et puis Martin Clouvier aussi qui en a beaucoup parlé dans son ouvrage sur l'or. Hein. C'est pas la famille Ducastel, c'est pas une famille anonyme, et pareil, elle remériterait, je pense, aussi un toilettage avec une nouvelle étude. Et donc on sait que Michel Ducastel notamment va sculpter le retable du petit autel qui prendra sa place dans la chapelle Saint-Louis. Voilà. Ensuite, donc, je vais un peu accélérer. Donc là, c'est juste pour résumer l'ensemble des travaux. Donc là, je suis reparti du plan de 1845 où vous allez avoir, donc, je résume très rapidement l'évolution du bâti. Vous avez d'abord la chapelle entre 1677 et puis donc achevé et béni le 26 décembre 1680. Ensuite, le bâtiment de la manufacture, là pareil, j'accélère énormément, donc qui s'étale entre 1680 et 81 et qui est quasiment achevé quand le cardinal César d'Estrées laisse le poste d'évêque à son neveu Jean d'Estrées. Voilà, ensuite les travaux qui interviennent en 1683-84 sur l'aile nord, où d'ailleurs on sait que Jean Marais donc, propose les plans, mais auparavant aussi il a édifié des piliers de soutènement dans la cave justement qui permettent de consolider un peu, ce qui permet de voir que ce maçon Jean Marest avait des compétences non seulement qui connaissait très bien on va dire la structure du sous-sol lannois, mais aussi qu'il avait de la confiance donc, du successeur de César d'Estrées et puis donc de toute la direction de l'hôpital général. Voilà, et donc maintenant le temps est parti, si je peux avoir encore 2 petites minutes. Merci. J'aimerais quand même faire un zoom sur l'évêque César, sur l'architecte Jean Marest. Alors Jean Marest, comme je vous disais, en fait, c'est un maçon que l'on voit apparaître pour la première fois dans les années 1673-1674. Voilà, bon, ça c'est la fin de l'évolution du chantier. Hein. Les parties jaunes, c'est construction 19e siècle. Voilà, et donc Jean Marest, donc j'ai retrouvé une quittance signée dans le fond des archives communales de Laon. Ce maçon donc n'était pas du tout référencé avant les années 70. Enfin, j'ai pas encore trouvé trace actuellement. Donc on le retrouve les premières fois sur l'église Saint-Rémy à la Place. Donc à partir des années 1673-74, puisqu'il en propose le plan de construction. Ensuite, donc, on va le retrouver à l'hôpital général, à la Chartreuse du Val-Saint-Pierre dans les années 1683-84. Alors pourquoi le Val-Saint-Pierre? J'ai peut-être pensé tout simplement parce qu'il y avait le refuge des Chartreux qui étaient à Laon. Hein. Ça favorise peut-être aussi le contact entre les commanditaires et les artisans. Et puis ensuite, on le repère beaucoup plus à partir des années 1690 dans les archives communales de Laon, puisqu'il est dit architecte
architecte voyer. Et donc lui, je le repère dans tous les paiements, parce que j'ai relevé l'ensemble de la comptabilité lanoise entre 1680 et 1710, et je l'ai vu, donc, comme vous voyez, à partir de 1693 jusqu'à 1709, hein, où il signe donc sa dernière quittance. Ce qu'il faut savoir, après on ne connaît pas du tout sa date et son lieu de décès. Alors j'ai peut-être une petite piste que j'ai trouvée il y a quelques semaines, comme quoi il serait peut-être inhumé à Suzy à la date du 3 septembre 1709. Et ce qui me fait dire en fait que c'est bien possible que ce soit cette date, il y a 3 éléments. Tout d'abord, une étude assez précise de la comptabilité lanoise permet de constater qu'il n'est plus payé après le 10 juillet 1709. Et l'année suivante, c'est un autre architecte voyer, Pierre Carlier, qui va donc recevoir des gages parce qu'on lui dit justement qu'il a assuré 8 mois de gages. Donc ça veut dire que la personne précédente est peut-être décédée en cours d'exercice. Ensuite, l'acte de sépulture d'un certain Jean Marest, donc dans l'église de Suzy, signale qu'il est inhumé devant le confessionnal dans l'église. Donc ce qui pourrait peut-être être une indication comme quoi on n'inhumait pas n'importe qui à l'intérieur d'une église. Et enfin, au décès de son épouse Marguerite Moreau le 13 mai 1714 à Barézy, l'acte de sépulture signale qu'elle était veuve et que le convoi funèbre était accompagné de ses 2 fils, Jean-Antoine et Simon Marest. Et en revenant finalement sur ce Simon Marest, j'ai retrouvé son acte de mariage de 798 à Montbavin, donc c'est toujours le même secteur, hein, Barézy, Montbavin, Suzy, etc. Et on signale que son père était donc, le fameux Jean Marest, hein, était expert juré au bailliage de Vermande. Voilà, donc c'est peut-être une petite piste à creuser pour la future biographie que l'on pourrait écrire sur Jean Marest. Alors en conclusion, bon, je me rends compte que sur la deuxième partie, j'ai un peu mis de côté l'action de César d'Estrées, mais ce qu'il faudrait, je pense, remarquer, c'est que finalement son épiscopat était quand même marqué de fondations assez remarquables, et que je dirais finalement, elle montre certaines de ses préoccupations. Et je me suis rendu compte qu'à la fois créer un séminaire donc pour y former les prêtres qui seront ensuite en charge de l'encadrement des fidèles, créer ou relever, on va dire, un hôtel-dieu à Liesse pour soigner vraiment les malades, et puis créer ensuite un hôpital général à Laon pour accueillir, on va dire, les pauvres et juguler un peu la mendicité, ben, finalement on voit quand même une certaine action philanthropique de la part de cet évêque. Et évidemment une histoire assez hagiographique établie en 1729 ne laisse qu'un très beau portrait du cardinal César d'Estrées. Alors moi je ne suis pas du tout là pour juger la personne, donc le cardinal, hein, puisqu'en plus moi ça, je vous dis, c'est pas du tout ma période, mais j'espère au moins avoir permis de faire découvrir un peu ce personnage. Et surtout il y a donc encore une étude à faire, je pense, sur tout le métier des artisans à Laon au XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.